bonsoir à tous. Je m'appelle Olivier Levillain et je vais commencer par me présenter. Alors je ne sais pas si vous voyez bien du coup, à peu près si. Voilà, donc je suis un Pictavien. Moi, j'ai fait mes études ici jusqu'au bac et donc j'ai commencé l'informatique assez tôt puisque j'ai eu la chance chez moi d'avoir un ordinateur très tôt puisque mon père qui est ici avait acheté son premier ordinateur l'année de ma naissance. Donc c'était un Apple IIe comme vous pouvez voir là-bas. Et donc depuis un peu plus de 10 ans maintenant, je travaille dans la sécurité des systèmes d'information et à l'ANSSI en particulier. Donc ça a commencé en 2007 à l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, au sein des laboratoires donc de recherche et développement. Et c'est là que j'ai commencé mes travaux de thèse que j'ai soutenus en 2016 sur le protocole SSL-TLS. Donc vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est le S de HTTPS et donc qui veut dire sécurisé. Et depuis maintenant un peu moins de 3 ans, je suis responsable du centre de formation, toujours à l'ANSSI. Donc mon sujet, c'est la sécurité des systèmes d'information. Alors, vous avez peut-être entendu d'autres termes, comme cybersécurité ou sécurité du numérique. Bon, c'est un peu la même chose. Le terme un petit peu qu'on a tendance à utiliser aujourd'hui, c'est sécurité du numérique, bon, parce que ça a permis de renouveler un petit peu le terme SSI qui commence à être un peu vieillot, mais donc on utilise le terme sécurité du numérique aujourd'hui, et c'est pour ça que dans beaucoup de communications liées à l'ANSSI, vous trouvez le préfixe SECNUM qui correspond à sécurité du numérique. Alors, je vais présenter quelques éléments, un petit peu voilà, ce que j'ai appelé mythes et réalités autour de la sécurité du numérique, et on va commencer un petit peu par la sécurité informatique que vous avez peut-être sans doute rencontré dans l'imaginaire, dans le cinéma notamment. Bon, c'est un choix partiel et partial, hein. Il y a très peu de choses que j'ai voulu présenter ici, mais dans les films que j'ai voulu mettre en évidence, il y a War Games, donc c'est un film qui date de 1983, dans lequel un enfant commence à jouer un petit peu avec un ordinateur, et puis sans s'en rendre compte, en pensant jouer à un jeu vidéo, il s'introduit dans les systèmes d'information de l'armée américaine, et il est à 2 doigts de déclencher une guerre thermonucléaire. Donc c'est voilà un des premiers éléments où il y avait de la sécurité dans les films que je connais. Et puis celui du milieu on voit pas trop, mais c'est Trinity dans Matrix. Donc, voilà, il y a un moment où dans Matrix on voit quelqu'un qui essaye de se connecter à un serveur auquel elle n'est pas censé avoir accès. Donc voilà, une hackeuse, une pirate. Puis plus récemment, Mister Robot, alors je l'ai mis même si je connais assez peu, mais voilà, c'est quelque chose aussi qui est dans l'imaginaire, qu'on retrouve un peu, voilà, ce sujet, on le retrouve un petit peu. Alors dans la littérature, j'ai voulu quand même vous donner trois livres qui me semblent intéressants parce que c'est des témoignages, alors ils sont un peu différents, évidemment, c'est pas les mêmes, mais ils sont intéressants parce qu'ils permettent de comprendre un peu le sujet aussi. Le premier, c'est The Cuckoo's Egg, c'est le récit d'un chercheur, alors je crois en physique, dans une université américaine, qui découvre que un pirate s'est introduit dans ces systèmes. Alors en fait, il est chercheur en physique, mais il est aussi, à ses heures perdues, le responsable du système d'information. Et donc, il raconte un petit peu l'investigation qu'il va mener pour essayer de comprendre d'où ça vient, comment est-ce qu'il peut repérer le pirate, comment est-ce qu'il comprend les techniques utilisées, sachant que lui-même, au départ, n'est qu'un amateur, n'est qu'un quelqu'un qui apprécie l'informatique, il connaît, mais il découvre tout ça à ce moment-là. Les deux autres concernent des attaquants, mais cette fois plus du point de vue de l'attaquant, puisque c'est le deuxième, c'est Ghost in the Wires de Kevin Mitnick, donc qui, en fait, depuis très jeune, on va dire, attaquait tout un tas de trucs et s'amusait à pirater les lignes téléphoniques et ce genre de choses, donc pour téléphoner gratuitement. Et ce genre de choses, récupérer du code source de différents équipements sans avoir à les payer. Et donc ça c'est son point de vue, donc il raconte un petit peu tout ce qu'il a fait depuis qu'il était tout petit. Et puis la traque du FBI pour le trouver. Donc c'est assez intéressant. Aujourd'hui, ce monsieur est consultant en sécurité pour des grandes entreprises. Donc c'est assez intéressant aussi de voir que les Black Hats peuvent finir par avoir une vie rangée à la fin. Le dernier livre là, que j'ai mis ici pour présenter, c'est un livre de Kevin Poulsen, qui est, alors si je ne me trompe pas, qui est un journaliste et qui parle d'un pirate connu qui en fait a un petit peu été l'empereur du carding, comme ça s'appelle, c'est-à-dire qui a monté tout un tas de sites autour de la vente de numéros de carte bancaire volés.
Et bon, là, lui, en l'occurrence, il est encore sous les verrous, le monsieur dont il est question ici. Mais voilà, ça permet d'avoir un petit peu des récits qui expliquent aussi, avec un petit peu le côté sulfureux, le côté un petit peu qu'est-ce qui se passe dans une attaque informatique. Maintenant, on va revenir plutôt, alors ça c'était le côté presque mythe, même s'il y avait des récits basés sur des histoires réelles. Maintenant, on va passer sur des éléments plutôt de l'actualité, donc vu dans la presse. Voilà, donc ça c'est une image que vous avez peut-être déjà vue. Où, voilà, le président iranien qui visite la centrale de Natanz, les centrifugeuses pour enrichir l'uranium. Et en fait, c'est un sujet assez intéressant parce que c'est une des premières attaques finalement médiatisées sur le sujet des systèmes industriels, dont là en l'occurrence l'objectif c'était de ralentir le programme nucléaire iranien, puisque forcément quand on a des centrifugeuses et qu'on enrichit l'uranium, on peut le faire pour du civil, mais on pourrait imaginer le faire aussi pour des applications militaires. Et là en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières attaques qui avait pour cible des systèmes industriels. Donc aujourd'hui les systèmes industriels, ça fait un certain nombre d'années que notamment en France, on se pose la question de comment les protéger, parce que ce qu'on appelle système industriel, c'est l'ensemble des systèmes d'information qui vont piloter des processus industriels, c'est-à-dire des choses qui vont avoir des capteurs, mais aussi des automates qui vont piloter des valves, des robots, des choses comme ça. Donc on en a dans tous les secteurs de notre activité, donc c'est pas inutile de s'intéresser à leur sécurité. En 2013, il y a un autre événement qui est assez intéressant de citer quand on parle de sécurité informatique, c'est les révélations d'Edward Snowden. Donc Snowden, c'est un ancien contractuel de la NSA et qui a décidé de quitter la NSA en révélant tout un tas de choses sur ce qui se faisait à la NSA, donc sur l'espionnage qui était réalisé à la NSA au sens finalement à large échelle, à très large échelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est on va dire pour les gens qui techniquement sont dans le sujet, ce qui a été révélé n'était pas impossible, n'était pas, on va dire, si nouveau que ça, mais c'est surtout que c'était fait à une telle échelle qui était incroyable. Donc c'est tout ce qui est espionnage de câbles sous-marins, notamment, donc là les câbles qui passent sous l'Atlantique, où il y a énormément de données. Et bien en fait, ce qui a été révélé notamment dans ces documents, eh bien c'est que la NSA était capable de en temps réel d'extraire tout un tas d'informations de ces câbles-là. Donc ça c'est quelque chose qui montre aussi que voilà, il y a tout un tas d'acteurs dans ce domaine, et les attaquants sont aussi parfois des États. En 2014, j'ai choisi aussi un autre événement qui était assez intéressant, c'est une vulnérabilité logicielle, alors, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'il en était question dans la presse généraliste, c'est Heartbleed. Alors c'est une vulnérabilité qui a affecté un programme, enfin une bibliothèque logicielle qui s'appelle OpenSSL, et dit simplement, c'est sans doute la bibliothèque sur laquelle repose la plupart de la sécurité d'Internet, puisque c'est avec OpenSSL que sont sécurisées beaucoup de communications, notamment les communications HTTPS dont je parlais tout à l'heure. Donc là, en fait, la vulnérabilité, ce qui était intéressant, bon, elle était un petit peu embêtante, puisque ça permettait à un attaquant de récupérer tout un tas de secrets sur notamment les mots de passe qui étaient utilisés par les utilisateurs d'un site vulnérable. Mais ce qui a été intéressant aussi, c'est pour ça que j'en parle là, c'est que c'était, à ma connaissance, la première fois qu'on avait une telle débauche, on va dire, de moyens médiatiques autour d'une vulnérabilité. Puisqu'il y a eu un logo, il y a eu un site web, il y a eu une vraie campagne marketing. Et en fait, ça a été la première d'une longue série, puisque vous avez pu le voir peut-être depuis, il y a eu un certain nombre de vulnérabilités logicielles dont il a été question dans la presse, qui parfois avaient de tels logos. On avance un peu dans le temps. En 2015, il y a eu des travaux intéressants de deux chercheurs qui ont présenté à Black Hat 2015. Donc Black Hat, c'est une conférence qui se passe tous les ans à Las Vegas. Et ils ont profité de cette conférence pour un petit peu décrire leurs travaux sur alors en l'occurrence c'était une Jeep, mais bon, sur une voiture connectée. Et ils ont montré qu'ils pouvaient à distance prendre la main sur la voiture, désactiver les freins, allumer la musique à fond, et en fait, voilà, vraiment prendre un contrôle total de la voiture. Et bon, la cause, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce que vous pensez être une voiture, en fait, c'est pas du tout une voiture, c'est un ordinateur avec des roues.
c'est un ordinateur avec des roues et très connecté. C'est-à-dire que fondamentalement, aujourd'hui, les voitures contiennent énormément d'électronique, énormément d'informatique, et pas forcément avec le soin qui aurait été nécessaire pour, du point de vue de la sécurité. Rassurez-vous, les constructeurs ont bien sûr pris contact, et maintenant ces gens-là ont travaillé en tant que consultants notamment pour Jeep. Mais voilà, donc il y a quand même des travaux qu'on suivi, mais c'est quand même une étape aussi qui était importante parce qu'on se rend pas compte que l'informatique elle est vraiment partout aujourd'hui. C'est un point assez important. Et plus récemment, donc ça c'est cette année, donc ça c'est un autre exemple de ce que vous avez pu voir dans la presse en lien avec le domaine de la sécurité numérique, bah, c'est les rançongiciels. Bon, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais vous avez sans doute entendu parler de ça, puisque ça a touché beaucoup de monde, y compris des entreprises, y compris des particuliers, et ça a eu un impact assez important, c'était en mai, mais j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai décrit un petit peu des éléments que vous auriez pu voir dans la presse, et je vais décrire un petit peu de manière plus on va dire complète les menaces qu'il faut considérer quand on pense à la sécurité numérique. Déjà, on va s'intéresser aux différentes motivations et au profil des attaquants qu'il va falloir considérer. Alors, une des motivations classiques, évidemment, dans les attaques informatiques, c'est les attaques qui ont un but lucratif, c'est obtenir de l'argent. Donc ça, voilà, il y a tout un tas de groupes, alors on dit mafieux, mais voilà, de groupes criminels qui vont utiliser aussi des moyens informatiques pour obtenir de l'argent. Il y a aussi des motivations idéologiques. Bon, là, alors, on parle d'activistes, on parle de cyberterroristes, de cyberpatriotes. Donc ça, c'est des gens qui vont utiliser l'outil informatique pour souvent modifier l'apparence d'un site web. On parle de défiguration de site. Il peut y avoir des motivations étatiques. Il peut y avoir des motivations ludiques. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle aussi parfois les script kiddies. Voilà, des gens qui vont juste récupérer des outils et puis qui vont les utiliser et puis se rendre compte que ils peuvent faire tomber le serveur des notes de leur lycée par exemple. Voilà, bon, mais ça arrive, mais c'est ça aussi, c'est une motivation qui est pas forcément, voilà, qu'il faut pas non plus oublier. Il y a les motivations techniques, voilà, les gens qui veulent prouver qu'ils sont capables de faire certaines choses. Bon, après les motivations, alors pathologiques, c'est vrai que c'est quand même un peu violent, mais voilà, c'est, on va dire les gens qui ont, voilà, qui vont se venger. Le cas qu'on cite souvent, c'est l'employé qui quitte, on va dire en mauvais termes, une entreprise, mais qui a conservé des droits d'administration ou des choses comme ça, et qui est capable du coup de s'en servir pour porter atteinte à l'image de son ancienne entreprise. Alors, une fois qu'on a identifié un petit peu les motivations, qu'est-ce qu'un attaquant peut faire? Classiquement, il peut justement porter atteinte à l'image d'une entreprise, d'un État, d'une personne. Il peut essayer de récupérer de l'argent. Donc la cybercriminalité, là, c'est tout ce qui consiste à monnayer des éléments d'identité, des cartes bleues utilisées, des numéros de cartes bleues. On peut aussi mener des attaques dans un but d'espionner. Et puis, il y a aussi la possibilité de saboter, donc rendre des sites complètement inutilisables parce qu'on maintient vers ces sites un flux, par exemple, de paquets réseau énorme qui fait que le site ne peut plus répondre aux requêtes légitimes. Alors, le sabotage, on peut l'imaginer aussi, qui peut aller plus loin. L'exemple par exemple, des systèmes industriels, à Natanz, en est un exemple de sabotage. Alors, ce qui est un peu inquiétant, on va dire, du point de vue aujourd'hui du grand public, c'est que les attaques génériques, ça existe depuis longtemps. Voilà, il y a toujours eu des phishing, des arnaques par mail. Il y a eu un certain nombre d'attaques qui ont toujours un petit peu existé, mais ce qu'on remarque vraiment depuis quelques années, c'est qu'il y a une plus grande présence de ces attaques et surtout elles sont de plus en plus dévastatrices. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important à comprendre, c'est que tout le monde est potentiellement une cible intéressante. C'est pas parce que vous êtes un particulier que vous n'êtes pas intéressant, parce que vous êtes un particulier peut-être, mais vous avez aussi, vous disposez déjà d'une puissance de calcul, ça peut servir. Vous disposez sans doute sur vos navigateurs de mots de passe, de numéros de carte bancaire qui peuvent se monnayer. Et puis voilà, vous avez une bande passante qui peut être réutilisée pour mener d'autres attaques. Donc c'est vrai de tout le monde, c'est vrai des particuliers, c'est vrai des petites entreprises, c'est vrai des grands groupes, c'est vrai des États. Donc tout le monde à différents niveaux peut être une cible intéressante. Et l'intérêt aussi des particuliers, c'est que souvent ce sont des cibles peut-être plus faciles à
à atteindre, et puis surtout, il y a beaucoup de particuliers. Donc, même si vous récupérez pas beaucoup d'argent en tant qu'attaquant auprès d'un particulier, bon, bah, ça passe à l'échelle, quoi. Et donc l'exemple récent, ce sont les rançongiciels, dont je vais un peu plus parler. Donc ça, c'est vraiment l'élément que vous avez dû voir dans les journaux en mai, c'est WannaCry, une vague mondiale d'infection par un rançongiciel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rançongiciel, il utilisait pour se propager une vulnérabilité dans le système Windows qui était assez vieille, qui concernait en plus un service qui normalement n'est pas utilisé. Et enfin, c'était une vulnérabilité qui était corrigée depuis 2 mois. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est un peu dommage. On se dit, on aurait pu éviter un certain nombre de choses, mais voilà, il y avait une vulnérabilité dans le système Windows qui était assez dévastatrice et qui permettait une propagation rapide. Donc ça, c'est l'élément finalement qui a été assez d'actualité en mai 2017. Ça a touché vraiment tout un tas de secteurs. Donc là, on trouve tout un tas de secteurs qui utilisent l'informatique et qui ont été victimes de près ou de loin de ce rançongiciel. Donc dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'administration civile, la santé, l'industrie, le transport, les télécoms. Bon, ça je vous apprends rien. Tout le monde utilise l'informatique aujourd'hui, tout le monde est connecté et une telle faille peut avoir un impact assez retentissant dès que on a des serveurs qui sont ou des postes de travail qui ne sont pas à jour. Alors, ce qui était terrible ce printemps, c'est que 1 mois plus tard, un nouveau rançongiciel est détecté. Alors, j'ai mis 2 noms, Petya, NotPetya, parce qu'en fait, il y a un premier logiciel malveillant qui a été diffusé, puis il y en a eu un deuxième qui ressemblait au premier, mais qui n'avait pas les mêmes motivations. Je crois que le deuxième, NotPetya, il avait cette caractéristique que le but n'était jamais de récupérer une rançon. C'est-à-dire que le but, c'était juste de détruire. C'est-à-dire qu'il y avait un choix de chiffrer des données, enfin de les rendre inutilisables, mais pas du tout dans le but de les rendre un jour. Donc là, il y avait une volonté de nuire assez forte. Et heureusement, ça a été relativement moins propagé que WannaCry. Mais voilà, les gens qui ont été touchés ont quand même été gravement touchés. Donc, il y a eu notamment Saint-Gobain, dont vous avez peut-être entendu parler. Et bon, après ça, c'est toujours des chiffres qui sont compliqués à discuter, mais l'estimation qui a été faite à ce moment-là, c'est 250 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un impact pas du tout négligeable. Bon, maintenant que je vous ai fait un peu peur, je vais vous dire que bien sûr l'ANSSI est là pour apporter des réponses. Alors je vais te donner tout de suite, on va apporter des réponses, mais voilà, c'est un problème compliqué et on n'est pas forcément... Déjà, on n'est pas les seuls à avoir des choses à apporter, et puis on n'apportera pas toutes les réponses tout de suite, mais je vais quand même présenter l'ANSSI. Alors déjà, l'ANSSI, ça vient d'où? Ça vient d'une structure qui s'appelait avant la DCSSI, la Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d'Information, mais qui a un petit peu évolué depuis 2008, à travers un certain nombre de textes. J'en ai choisi 3. Il y a eu 2 livres blancs de la défense et de la sécurité nationale, qui ont fait l'un puis l'autre la part belle à la sécurité des systèmes d'information. Et c'est notamment le livre blanc de 2008 qui a finalement déclenché la création de l'ANSSI en 2009. En 2013, les missions de l'ANSSI ont été étendues encore par un certain nombre d'éléments de ce livre blanc. Et en octobre 2016, il y a eu la présentation d'une stratégie nationale, ou octobre 2015, ça ne change pas grand-chose, présentation d'une stratégie nationale pour la sécurité du numérique qui a été donc présentée par le Premier ministre de l'époque pour, encore une fois, montrer que c'était un sujet d'importance pour l'État. Donc cette prise en compte de la sécurité du numérique, elle a amené à la naissance de l'ANSSI, qui est passée au passage d'une DCSSI à 100 personnes à aujourd'hui une agence nationale à 500 personnes. Donc il y a quand même eu une certaine prise en compte au niveau des effectifs, en tout cas, de l'importance du sujet. Et le positionnement de l'ANSSI, donc qui n'a pas beaucoup changé par rapport au positionnement de la DCSSI que j'ai connu quand moi je suis arrivé dans la structure, c'est d'être attaché via le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale au Premier ministre. Donc l'ANSSI dépend du Premier ministre et donc est autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Alors je parle toujours de défense et de sécurité parce qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut rappeler sur l'ANSSI, on est les gentils. Alors, je dis ça en rigolant, mais en gros, on a un modèle en France qui est de dire qu'on sépare les activités de défense et de sécurité des systèmes d'information des activités de renseignement.
Les activités d'enseignement, ce sont des activités qui sont traitées par la DGSE, la DGSI, et ce ne sont pas des choses qui sont de notre ressort, de ressort de l'ANSSI. Donc ça permet finalement d'avoir deux visions différentes de la menace des systèmes d'information, qui n'est pas la même, par exemple, que celle qu'on va trouver chez nos amis grands-bretons ou nos amis américains. La NSA a à la fois la mission de protéger et la mission d'attaquer, puisque c'est elle qui fait l'espionnage. Le GCHQ, donc l'équivalent anglais, a également les deux missions. Donc c'est des choix un peu différents qui ont été faits, et donc l'ANSSI a un rôle sur la partie protection, donc ce qu'on appellera la prévention et puis la réaction. Éviter que les attaques arrivent et puis essayer de faire en sorte que l'activité reprenne après l'attaque. Ça c'est une des planches un petit peu pour expliquer. On peut raconter ce qu'on essaye de faire là-dessus à travers quelques verbes, mais je vais avancer. Et au sein de je vais quand même faire un peu de pub pour le service dont j'ai la responsabilité. Donc au sein de l'ANSSI, il y a un centre de formation dont la mission traditionnelle est de former les agents du public. Donc ça représente 1700 personnes par an qui passent dans nos salles de cours et nos salles de TP. Et l'ensemble des cours sont dispensés dans la jolie tour dont vous voyez une photo là, la tour Mercure, dans le 15e arrondissement de Paris. En marge de cette activité traditionnelle, on a lancé 3 grandes actions depuis 2013 pour essayer d'étendre un petit peu le champ d'action du centre de formation, puisque aujourd'hui, en 2013, le centre de formation, c'était essentiellement donc, cette mission de formation en présentiel à Paris. Et depuis 2013, on a ajouté d'autres cordes à notre arc. En premier lieu, CyberEdu. Donc ça, c'est une démarche qui a pour objectif d'intégrer de la sécurité dans les formations du supérieur en informatique. Donc ça passe par la publication de documents, ça passe par l'organisation de journées pour discuter avec des enseignants. Donc ça, c'est ce que j'ai eu la chance de faire aujourd'hui à l'Université de Poitiers. Et puis on a lancé 2 autres projets en 2016 que sont SecNumEdu, le label des formations de spécialistes. Donc cette fois, si là on essaye de sensibiliser un petit peu tous les acteurs du numérique, là on essaye de mettre en avant les gens dont le métier sera d'être spécialiste en sécurité. Donc on labellise les formations qui mènent à des diplômes, des titres de spécialistes en sécurité du numérique. Et puis, plus récemment, donc le lancement a eu lieu en mai 2017. Alors, pour les personnes voulant nous dire que c'est nous qui avons lancé les ransomware pour pouvoir mieux lancer notre MOOC, c'est possible, mais en fait, c'est pas vrai. Et donc, en mai 2017, donc dans la même semaine que la vague d'attaque de WannaCry, on a sorti le premier module de sensibilisation SecNum Academy. Donc, c'est des modules de sensibilisation en ligne dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Et il y en a donc maintenant 3 qui ont été publiés sur la plateforme. On va faire quelques constats et quelques recommandations. Alors, tout d'abord, c'est un peu triste à dire, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques qui réussissent parce qu'on a un niveau de défense qui est finalement très bas. Les systèmes ne sont pas forcément à jour. Les gens utilisent des mots de passe faibles un peu partout. On ne sépare pas les usages. Ce que j'entends par là, c'est que il y a des gens qui sont administrateurs de systèmes d'information complets, et bien qui utilisent le même compte informatique pour surfer, pour regarder leur mail perso. Donc c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de séparation entre une activité qui est privilégiée et une activité qui est exposée à tout un tas de menaces. Donc ça c'est un peu dommage. Il y a aussi du laxisme, on peut le voir dans la gestion des droits d'accès. Voilà. On ne se donne pas forcément moyen de détecter des attaques comme on devrait le faire. Voilà. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles aujourd'hui une attaque, en fait, elle marche très bien. Et c'est un peu embêtant parce qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux et finalement avec assez peu d'efforts. C'est pour ça qu'on essaye depuis maintenant, je dirais 6-7 ans, de publier un certain nombre de guides, parfois des guides assez finalement assez grand public ou pour un public assez large, de bonnes pratiques, de recommandations pour indiquer comment améliorer le niveau de sécurité. Un de ces guides, c'est un peu notre best-seller, c'est le guide d'hygiène informatique, donc qui a été renommé en les 42 règles maintenant il y a 42 règles de sécurité. Alors ça ne s'adresse pas à un particulier, mais c'est le point d'entrée quand on veut au moins déjà faire un premier
bilan de la sécurité d'une entreprise, de la sécurité d'un système d'information, on peut dire commencer par regarder où on en est par rapport à ces règles. Ces règles-là, voilà, on les appelle règles d'hygiène parce que c'est vraiment un socle essentiel qu'il faut mettre en œuvre. Après, voilà, quand on part de rien, il va falloir prendre du temps, mais c'est déjà un premier socle à essayer de construire. Il y a une version un peu allégée, on va dire, de ce guide d'hygiène qui était une version, bon, pour commencer, les 12 bonnes pratiques de l'informatique. Donc c'était plutôt à destination des petites structures, TPE, PME ou petites collectivités territoriales. Bon, on trouve dedans des conseils assez qui vont surprendre personne qui suit un petit peu l'actualité puisque je viens de raconter. Bon, voilà des conseils comme bien choisir ses mots de passe, mettre à jour régulièrement les logiciels. Bon, ça c'est plutôt des choses assez classiques. Je ne les ai pas toutes mises, hein. Je permets d'aller d'en choisir quelques-unes. Effectuer des sauvegardes régulièrement, donc ça je l'ai mis évidemment parce que c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel quand on voit les problèmes qu'on a avec un rançongiciel. Parce qu'aujourd'hui la seule manière de lutter contre le rançongiciel, c'est d'avoir fait des sauvegardes il y a un mois, ou il y a une semaine, ou la veille. C'est pas sur le moment. Alors vous pouvez essayer de payer une rançon, alors vous avez peu de chance d'avoir quoi que ce soit, mais fondamentalement le problème c'est que c'est déjà trop tard si vous n'avez pas mis en place des sauvegardes. Autre exemple aussi, la prudence lors de l'utilisation de la messagerie, puisque c'est aussi un moyen, un vecteur assez classique d'entrer dans un système d'information. On ne fait pas attention, on suit un lien, on accepte d'enregistrer des pièces jointes, on les exécute, etc. C'est généralement le point d'entrée encore aujourd'hui le plus fréquent. Donc tout ça, c'est l'objectif de cette hygiène informatique, comme je le disais, c'est vraiment d'avoir un premier niveau de conscience et de prise en compte de la menace. Et ça concerne tout le monde, donc ça concerne les particuliers, les utilisateurs de l'informatique en milieu professionnel, les acteurs évidemment du système d'information, et puis les spécialistes en sécurité du numérique. Mais ce qui est important, c'est bien de comprendre que c'est pas eux les seuls, c'est pas nous, donc les gens par exemple de l'ANSSI, qui sommes les seuls responsables, parce que on peut pas réussir, même si on est très très fort bien sûr, on peut pas réussir à résoudre tous ces problèmes-là, et on ne pourra pas le faire sans un minimum de sensibilisation et de prise en compte à tous les niveaux. Bon, après, j'aime bien aussi rappeler que quand on a fait l'hygiène, c'est bien, c'est un socle de base, mais après, pour aller plus loin, il faut aussi toujours se poser la question de qu'est-ce que je veux protéger, de qui, de quelle attaque. Et la sécurité, ça n'est jamais un absolu. Maintenant, je vais finir ma présentation en vous parlant de on va dire de deux produits de l'ANSSI qui peuvent vous concerner. SecNum Academy, donc ces modules de sensibilisation en ligne, et puis le site cybermalveillance.gouv.fr. Alors qu'est-ce que c'est que SecNum Academy? Je l'ai un petit peu expliqué, c'est un ensemble de 4 modules de sensibilisation à la sécurité du numérique. L'objectif c'est de faire un MOOC, alors pour donner le terme à la mode, c'est-à-dire Massively Open Online Course. Voilà, donc c'est massif, on est censé vouloir avoir plein de gens, c'est en ligne et c'est ouvert à tous. Et la différence avec un certain nombre d'autres plateformes, le choix qui a été fait, c'est de ne pas faire de session, c'est-à-dire de le garder ouvert en continu, puisque on n'a pas forcément de raison de vouloir que les gens se forment plutôt en septembre à la sécurité, on a peut-être envie que ça soit quand ils en ont le temps. Donc c'est un choix d'ouvrir en continu. Donc la cible initiale, c'était les utilisateurs de l'informatique en milieu professionnel. Alors je précise, en milieu professionnel, il y avait une raison assez simple à ça, c'est que c'était surtout pour dire que nous ne pourrons pas assurer de service après-vente et de discussion précise avec chaque personne. Donc en fait, le milieu professionnel, il était là pour expliquer que en milieu professionnel, vous aurez normalement un interlocuteur qui pourra vous aider pour la suite. Bon, il se trouve qu'on arrive quand même un petit peu à aider les gens, à discuter, à répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, sur les 4 modules prévus, il y en a 3 qui ont été publiés. Le premier parle d'un panorama de la SSI. On essaye déjà de décrire un certain nombre d'enjeux et puis de donner un peu de vocabulaire. Le deuxième parle de sécurité de l'authentification, avec évidemment une attention particulière au mot de passe, qui encore aujourd'hui est le moyen d'authentification le plus répandu. Le troisième parle de sécurité sur Internet, donc là, on va s'intéresser notamment à la navigation. Et le dernier, qui est en cours de conception, enfin de réalisation, traitera du poste de travail et puis du nomadisme. Alors ça, c'est juste pour donner des petites captures d'écran pour vous montrer à quel point ça sera joli quand ça sera tout fini. Donc aujourd'hui, il y en a 3 sur les 4 qui ont été publiés. Et voilà, cours avec petit bonhomme qui vous accompagne pendant les différentes unités.
Et le dernier point dont je voulais parler aujourd'hui, c'est une autre action qui a été lancée, alors notamment à l'initiative de l'ANSSI, mais pas seulement, qui est la création du site cybermalveillance.gouv.fr, et qui a pour objectif de mettre en place un dispositif national d'assistance aux victimes d'actes de malveillance. Donc ça, c'est l'idée aussi que ça n'est pas la cible principale de l'ANSSI justement de porter assistance au grand public. Et on va le faire dans notre activité, mais on n'a pas forcément les moyens d'aller aider tout le monde, on va dire, avec un accompagnement personnalisé. Et donc là, l'idée de ce dispositif, c'est de mettre en place des choses pour que les particuliers, les entreprises et les collectivités territoriales, il est marqué hors OIV, c'est-à-dire hors organismes d'importance vitale, puisque ce sont des organismes qui vont bénéficier d'un traitement particulier avec l'ANSSI. Alors ils en bénéficient, mais ils ont aussi 2-3 contraintes en regard, hein, donc c'est aussi quelque chose d'assez lourd, hein, comme dispositif. Mais donc pour finalement l'ensemble des acteurs que l'ANSSI ne peut pas forcément traiter en direct, il y a ce dispositif-là qui est mis en œuvre, et ce dispositif-là, il a essentiellement 3 missions. La première, donc, c'est vraiment l'assistance aux victimes, et ça passe par un accueil et une mise en relation des victimes avec des prestataires de proximité. Donc l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que l'écosystème, y compris à un niveau local, soit reconnu. Il y a aussi la possibilité de publier un certain nombre de fiches réflexes pour que les gens puissent réagir déjà en premier niveau. Au-delà de cette première mission, il y a une mission de prévention et de sensibilisation à la sécurité du numérique. Donc là, on éteint le feu, mais là, on essaye de prévenir le feu, on essaye de faire en sorte que les gens aient moins de soucis. Donc des campagnes de sensibilisation, de la mise à disposition de contenu, de recommandations. Et puis, il y a un troisième volet qui arrivera petit à petit, c'est, étant donné qu'avec ce dispositif, un certain nombre un écosystème va être reconnu et puis finalement va se mettre en place, c'est utiliser cet écosystème pour obtenir des informations et créer un observatoire de la menace. Essayer de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe, qui est visé, comment, et voir si ces remontées d'informations peuvent aider à plus de partage et à plus d'efficacité dans la réponse. Voilà. J'en ai terminé. Je suis à votre disposition pour toutes les questions. Si ça intéresse des gens, donc les planches je les laisse ici, donc elles devront à un moment arriver sur le site de l'Espace Mendès France. Et puis, oui, donc voilà, donc ce sera le plus simple que vous les mettiez à disposition comme ça. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des interrogations? Bon. Bon, je vais en poser une pour commencer alors. C'est vrai qu'on a une profusion, on le voit tous les jours, de mots de passe, on met toujours les mêmes, on essaie de diversifier, mais sans diversifier, ça dépend du nombre d'enfants, leur prénom, etc. Et bon, ça c'est une réalité. Ici, par exemple, à Mendès France, on essaie de sensibiliser les gens là-dessus. Mais il y a une propension ou je vois des gens qui sont tentés par les systèmes d'identification biométrique. Moi, par exemple, les empreintes ou des choses comme ça. Les nouveaux ordinateurs ont des systèmes de repérage des empreintes. Moi, je me dis qu'on n'a qu'une seule empreinte, alors qu'on peut démultiplier les mots de passe ou les systèmes d'identification. Donc, je suis un peu réticent par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est des choses qui arrivent sur le marché. Les ordinateurs nouveaux sont équipés de ce genre de choses, ou les tablettes, ou les... Effectivement, il y a toujours des questions autour de la biométrie. Alors, déjà, il faut savoir que la biométrie, on sait faire des choses très bien avec de la biométrie, mais ça a un coût. Et notamment, si on a un ordinateur ou une tablette à quelques centaines d'euros, c'est pas évident qu'il y ait les équipements qui soient très très fiables pour ça. Après, il y a aussi l'autre question de la biométrie qui est finalement une authentification qui se fait à partir d'une donnée qui est essentiellement publique. Que ce soit l'iris, que ce soit le visage, que ce soit... etc. Donc c'est quelque chose aussi qui peut gêner. Et en revanche, il faut toujours se poser la question quand on fait de la sécurité. En fait, on fait une analyse de risque, on se dit, mais qu'est-ce que je veux protéger et de quoi ? Et dans certains cas, c'est complètement adapté. Un des cas qu'on peut envisager, c'est de se dire, moi, mon téléphone portable, aujourd'hui, pour le déverrouiller, je fais un
un petit geste, un petit quelque chose qui de toute façon est complètement stupide à recopier parce que tout le monde le voit quand je le fais. Bah finalement, là-dessus, utiliser plutôt mon empreinte digitale et peut-être pas quelque chose de plus mauvais, et au contraire, ça m'a garanti presque une meilleure sécurité. Donc c'est une question voilà, d'analyse de risque, et aujourd'hui, c'est vrai que la biométrie, elle va être utilisée finalement dans tout un tas elle est utilisée de plus en plus dans tout un tas de produits, mais elle remplit pas vraiment le cahier des charges parce qu'en fait, elle est très facilement, dans beaucoup de cas, elle est très facilement falsifiable. Il y a toujours les exemples des ordinateurs. Alors, je donnerai pas de marque, non pas parce que je veux pas en donner, ce qui est aussi vrai, mais parce que je me souviens plus du tout. Mais avec des tas de pubs en disant oh, il me reconnaît parce que j'ai mon visage. Et en fait, les gens ont montré qu'en mettant une photo, ça marchait très bien, ou en montant. Et en fait, on se rend compte que souvent, la biométrie, bah, c'est aussi une question de coût, et des très bons, des très bons capteurs, bah, ça a un coût, et en général, on ne le retrouve pas dans nos équipements. Et après, sur les mots de passe, aujourd'hui, retenir beaucoup de mots de passe, c'est bien, et c'est pour ça que c'est bien, et c'est bien compliqué aussi. Donc c'est pour ça qu'on conseille aujourd'hui de plus en plus d'utiliser ce qu'on appelle les coffres forts de mots de passe, c'est-à-dire des outils qui vont finalement protéger la dizaine, la centaine de mots de passe dont vous avez besoin, mais qui vont les protéger avec un mot de passe fort et qui est le seul que vous avez à retenir. Et en fait, ça a une bonne propriété, c'est que vous n'avez plus à retenir tout plein de mots de passe, mais vous utilisez quand même des mots de passe différents et forts pour tous les sites que vous utilisez. Juste pour savoir, par rapport tout ce qui est lié au chiffrement, par exemple par rapport aux différents mails ou différentes plateformes, est-ce que l'ANSSI conseille aussi plutôt ce type de protection? Alors, c'est-à-dire l'utilisation du chiffrement, oui, de manière générale, oui. En fait, on est plutôt de l'avis de beaucoup de gens qui est de dire que sans le chiffrement aujourd'hui sur Internet, il n'y a pas d'activité économique. Donc, par exemple. Donc, évidemment que le chiffrement, c'est quelque chose qui a été plusieurs fois en fait, mis en avant effectivement par notre directeur général. C'est une technologie, évidemment, comme toutes les technologies qui peuvent être utilisées pour faire des choses bien et des choses moins bien, mais c'est pas parce que des gens utilisent le chiffrement pour masquer des choses malveillantes qu'il ne faut pas l'utiliser pour des choses qui finalement sont de notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, le chiffrement, on l'utilise en permanence. Après, la question voilà, du chiffrement, oui, évidemment, on est plutôt pour le chiffrement. Peut-être une précision sur les termes, parce qu'on entend plein de termes différents, chiffrement, cryptage, etc. Alors le terme, en fait, le terme qu'il faut utiliser en général, c'est chiffrement, parce que chiffrement, l'idée, c'est vous prenez une donnée en clair et vous la rendez inintelligible pour quelqu'un qui ne dispose pas des secrets qui permettent de déchiffrer, donc de revenir à l'état précédent. Vous entendrez parfois les termes crypté, cryptage, etc., qui ne sont pas des termes, on va dire, qu'on utilise nous, parce que c'est pas des termes en fait français, ils sont en fait dérivés des termes anglais qui sont encrypt, decrypt. Il y a quand même une petite nuance, c'est que en français on va parler de décrypter quand on parle de l'action d'inverser un chiffrement mais sans avoir la clé. Donc ça c'est vraiment l'attaque. Vous avez un message, je le chiffre pour un destinataire légitime, le destinataire légitime le déchiffre. Il le déchiffre en utilisant la clé. Par contre, un attaquant qui intercepte le message, s'il arrive à obtenir le clair, il l'a décrypté. C'est pour ça qu'on utilise deux termes différents. Et alors le terme après, du coup, le nom, normalement c'est décryptement, mais qui est complètement tombé en désuétude. Et aujourd'hui, les gens utilisent plus classiquement décryptage, mais qui n'est pas le terme français pour le coup. Oui, bonsoir. Le fait que les États-Unis aient abrogé la neutralité du net, est-ce que ça a un impact pour nous en tant que particuliers et ici en France? Alors, j'ai vu effectivement qu'il y avait des changements assez récents. C'est encore un peu tôt pour dire quels impacts ça va avoir, mais ça en aura sans doute, puisque ça veut dire que, en fait, moi ce que je comprends de ce changement-là, c'est que les opérateurs de téléphonie n'ont plus l'obligation de traiter de la même manière les différents flux qu'ils véhiculent. Donc ils ont le droit de faire payer plus cher pour avoir une meilleure qualité de service. Aujourd'hui, je pense c'est un peu tôt pour savoir quel impact ça va avoir. C'est sûr que c'est quand même un gros changement par rapport à tout ce qu'on a connu depuis un certain temps. Je ne sais pas quelle est la position européenne notamment là-dessus, et ça va sans doute être beaucoup discuté. Mais je suis désolé, j'ai pas beaucoup plus d'informations là-dessus.
Au niveau des documents qu'on pose dans les clouds ou les espaces en fait qui sont gratuits, type Dropbox, cloud Microsoft ou Google, je voulais savoir par rapport à la je veux dire, quelle est la propriété sur ces documents une fois qu'ils ont été déposés et le rapport, enfin, ce que dit l'ANSSI là-dessus, parce qu'en fait, on n'entend pas. Je veux dire, c'est ouvert à tout le monde, tout se fait. On laisse libre cours à tout et à n'importe qui de faire un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'informations ou même d'arrêt, je veux dire, ou de protection des données personnelles. Je veux dire, si une personne qui n'est pas peut mettre ses feuilles d'impôt, tout ça pour ne pas simplement les perdre, ou ses fiches de paye, ou je ne sais quoi, enfin des choses qui sont quand même assez sensibles. Et je veux dire, aujourd'hui, l'État ne dit rien ou ne fait rien, en fait. Enfin, en tout cas, j'ai rien entendu sur une bonne utilisation en fait de ces services qui sont totalement gratuits. D'accord. Il y a deux questions. Il y en a une sur laquelle je ne vais pas forcément pouvoir m'étendre énormément puisque c'est la question du droit et de la propriété, puisque je ne suis pas juriste. Mais par contre, clairement, c'est quelque chose qui va dépendre énormément des services et des conditions d'usage. Évidemment, peu de gens les lisent, les conditions d'usage. Et clairement, les conditions d'usage d'un service comme Facebook ne sont pas du tout les mêmes qu'un service comme Dropbox. Dans un cas, en fait, ma compréhension, c'est que tout leur appartient, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et vous avez accepté ces conditions en créant votre compte, alors que dans d'autres cas, on est quand même plus dans un mode où finalement les données restent votre propriété. Mais après, au-delà de ça, je peux pas dire grand-chose à part faut regarder les conditions. Après, sur l'avis finalement qu'on peut donner face à ça, alors c'est pas tout à fait vrai de dire que l'ANSSI donne pas d'avis là-dessus, mais on a plutôt tendance à donner un avis à destination des entreprises et des administrations. Donc on explique aux gens, attention, l'externalisation, parce que le cloud est une forme d'externalisation, a un coût qui est parfois masqué, va mettre en péril certaines garanties que vous pouvez avoir, notamment la garantie que les documents sont sur le territoire français, voire sur le territoire européen. Et donc ça veut dire que potentiellement, ces données peuvent tomber sous le coup de législation que vous ne maîtrisez pas. Donc c'est ça aussi le coût caché d'une externalisation. Mais c'est vrai de tout un tas de services. Donc on essaie déjà d'expliquer qu'il y a ce risque-là. Après, c'est pas l'ANSSI, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont passées récemment, qui est le RGPD notamment, donc la publication au niveau européen du règlement général de la protection des données. Donc ça, c'est quelque chose qui va rentrer en vigueur, si je ne me trompe pas, en mai dernier. Donc il y a eu publication en mai prochain, donc il y a eu publication en mai 2017 pour mise en application en mai 2018. Et c'est quelque chose de très fort, justement, qui touche à tout ce qui est données sensibles, données personnelles. Et donc là, l'idée, c'est de dire que les gens sont responsables, les entreprises sont responsables, les administrations sont responsables, y compris de leurs sous-traitants qui traitent, et y compris les gens qui sont hors du territoire européen, dès lors que le traitement a lieu sur le territoire européen ou concerne des ressortissants européens. Donc c'est quand même quelque chose qui, finalement, arrive pour apporter des réponses à ça. C'est encore très tôt pour dire si vraiment ça va changer le paysage. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué de dire aux particuliers de ne pas utiliser des services, parce qu'on peut très bien utiliser ces services-là pour tout un tas de choses. Après, il faut faire attention à ce qu'on met dessus, évidemment, puisque ça veut dire qu'en fonction des services, enfin des conditions, on donne peut-être beaucoup de choses à nos amis industriels américains. Une anecdote, mais peut-être que c'est une légende, mais souvent quand on a affaire aux services de cloud, etc., les services, effectivement, comme tu l'as dit, peuvent être aux États-Unis ou ailleurs. Et dans les documents Snowden, il y a un post-it célèbre qui montrait qu'on utilise des choses chiffrées, HTTPS, etc., entre soi, le serveur, etc., et qu'on a l'impression d'être en sécurité. Mais le post-it en question, et il y avait un gros ouais de la NSA dessus, montrait que au sein des data centers, en fait. Oui, c'est ça, entre les data centers et les fibres optiques océaniques, c'était plus crypté. Donc il suffisait de regarder ici pour trouver les données pour lesquelles on avait l'impression d'être en sécurité. Alors c'était Google, mais peut-être que ça a été sécurisé depuis. Il y en avait plusieurs qui étaient concernés. Mais oui. C'est vrai que globalement, la conclusion, c'est aussi finalement
bon, l'ANSSI peut dire des choses, mais à un moment, c'est aussi l'utilisateur qui voilà. va aussi se dire si vraiment c'est utile pour moi d'avoir cet outil-là, mais que je ne veux pas que ça aille aux États-Unis ou que je veux que ça relève uniquement de la jurisprudence, enfin, sur le territoire de la juridiction européenne, bah, peut-être qu'il faut aussi émettre ce souhait et faire en sorte après de choisir un prestataire qui offrira ce service-là, et peut-être qu'il faudra le payer cette fois, parce que c'est ça aussi. Mais mon idée, c'était aussi de dire que c'était le plus petit maillon de le maillon le plus faible de la chaîne qui donne la sécurité. Donc, en gros, si on a le post-it sur l'ordinateur avec le mot de passe, il y a un problème déjà. Juste une question par rapport au RGPD. Parce que le règlement, c'est quand même intéressant, mais si derrière, il n'y a pas d'organe de régulation suffisamment puissant pour dire à Google ou à Facebook, bah, là, vous enfreignez tel ou tel règlement, il n'y aura pas de possibilité de mettre en demeure. Ils auront enfreint le règlement et point. Je comprends la logique, mais j'ai un peu de mal à voir ce que ça va changer concrètement derrière. Effectivement, on peut trouver aujourd'hui que parfois la CNIL a pu être timide sur certaines choses. Il y a, à mon avis, 2 raisons pour lesquelles ça peut changer. C'est d'une part que cette fois, les amendes et finalement ce à quoi s'exposent les contrevenants, c'est beaucoup plus important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec le RGPD, on est sur, alors je ne sais plus quels sont les montants, mais il y a notamment, on peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires dans le cadre des entreprises. Il y a 2 limites, je ne sais plus dans quel sens c'est, mais en gros, les plafonds ont été énormément relevés. Donc ça a un vrai impact, ça peut avoir un vrai impact si une condamnation est prononcée. Et l'autre élément qui est vraiment important, c'est que la CNIL, c'est important, mais à un moment, on a un problème en Europe, c'est que sur des sujets comme ça, si on ne travaille pas au niveau européen, on n'y arrive pas. Et je pense que le fait que là, il y a un règlement qui soit européen, donc en plus c'est un règlement, donc il n'y a pas de notion de transposition, c'est directement ce texte-là qui s'applique, c'est-à-dire qu'il y a une uniformisation du traitement en Europe. Donc ça va peut-être aussi aider à ce que en fait, on puisse prononcer des condamnations aussi. Donc les 2 éléments, le fait que la condamnation elle soit plus importante et que ça soit peut-être plus facile d'avoir une position commune en Europe face à des gens. Mais il y a déjà des choses, hein. La Commission européenne justement a déjà participé, il y a déjà eu un certain nombre d'actions à l'encontre de géants américains ces dernières semaines. Donc on commence à voir arriver des choses au niveau européen. Donc peut-être c'est un espoir de ce point de vue-là, d'un rééquilibrage des forces. Bonsoir. En termes de domaine d'intervention par rapport à la CNIL, par exemple, est-ce que vous avez des domaines définis ou quelles sont vos relations, votre façon de fonctionner en fait dans des actions? Alors, en fait, on a quand même des domaines assez disjoints, mais là où on se retrouve avec la CNIL, c'est bon, évidemment, on a des relations cordiales puisque bon, on est quand même sur des sujets pas forcément très lointains non plus. Et puis, ils sont pas très loin. On est à 1 kilomètre à vol d'oiseau, donc c'est pas très loin. Mais par contre, là où on se rejoint beaucoup ces derniers temps, c'est sur les aspects sensibilisation. Donc on a beaucoup travaillé avec eux, on a discuté avec eux lors de la partie d'élaboration des modules de sensibilisation. On prend en compte les recommandations qu'ils émettent pour se coordonner et justement être d'accord sur certains messages, parce que on sait très bien que sur des sujets techniques, il peut arriver que des gens ne soient pas toujours d'accord, donc on fait en sorte au moins que on donne un message qui est cohérent, puisque finalement on va dans le même sens et on s'assure que finalement on travaille ensemble. Mais c'est plutôt sur ces aspects recommandations et puis sensibilisation qu'on va, vu de mon point de vue, travailler ensemble. Après, moi, j'ai beau avoir traîné un petit peu à l'ANSSI depuis 10 ans, je vois pas forcément toutes les relations qu'on a avec eux, mais on est quand même sur des sujets un peu différents. Je voulais vous poser une question aussi sur tout à l'heure vous avez parlé en fait que vous allez recenser un petit peu les menaces qui ont été faites. C'est des menaces qui seront faites donc uniquement en France ou mondiales, un petit peu comme le font aujourd'hui les antivirus, où ils nous montrent un petit peu des fois les menaces qui sont faites ou celles qu'on trouve le plus en ce moment. Alors déjà, c'est pas nous ANSSI qui allons faire la chose, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est dans le cadre du dispositif cybermalveillance.gouv.fr auquel participe l'ANSSI, mais qui est porté par un groupement d'intérêt public auquel participe l'ANSSI, le ministère de l'Intérieur et d'autres acteurs. Mais l'objectif de cet observatoire, c'est surtout d'essayer d'obtenir de l'information sur ce qui se passe en France. C'est-à-dire que vraiment c'est qu'est-ce qui est aujourd'hui
à l'origine, quelles sont les menaces les plus importantes à l'encontre des petites structures, des entreprises, des collectivités territoriales et des particuliers. L'objectif étant que mieux on connaît cette menace, plus on peut aussi réagir en disant ah, attention, maintenant, on va faire de la campagne de prévention en disant il y a beaucoup de gens qui ont reçu tel genre de choses, il faut faire en sorte de le bloquer. Ça peut parfois être fait techniquement à certains niveaux ou ça peut être fait par des campagnes de communication. Mais on est vraiment sur un objectif d'obtenir de l'information sur ce qui se passe en France au niveau des personnes visées par le dispositif cybermalveillance.gouv.fr. J'ai une question extrêmement naïve, mais est-ce qu'on arrive à identifier les personnes qui commettent ces attaques? Et est-ce qu'on a un moyen d'agir contre ces personnes? Alors, c'est deux questions intéressantes, mais malheureusement, c'est des questions compliquées, parce que un des problèmes qu'on a avec les attaques informatiques, c'est que ça laisse beaucoup moins de traces, on va dire, physiques, et puis, on va dire, à côté d'éléments auxiliaires qu'un cambriolage. Un cambriolage, on peut relever des traces d'ADN, on peut relever des empreintes. Et donc, en général, on a déjà une première difficulté, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un paquet IP ou un paquet réseau qu'un autre paquet réseau. Il n'y a rien qui ressemble plus à un document PDF qu'un autre document PDF. On ne peut pas dire celui-là, il a une petite odeur il est passé par là, il n'y a pas ces éléments. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'aide pas. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire des recoupements. Bon, ça, c'est pas du tout mon travail, mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire d'essayer d'identifier un certain nombre d'éléments caractéristiques d'une attaque. Voilà, on sait que par exemple, tel et tel logiciel malveillant, ils ont en commun un certain nombre d'éléments, du code en commun. Donc on peut en déduire que vraisemblablement, ils ont été émis par des gens qui finalement travaillent ensemble. Donc on sait faire des choses là-dessus. C'est un domaine, alors je crois que c'est le domaine qu'ils appellent de threat intelligence, donc c'est d'analyse de la menace, donc cette fois plutôt au niveau mondial, au niveau macroscopique. C'est clairement pas une science exacte et c'est clairement pas une science ouverte. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de garder de l'information plutôt au niveau des agences de contre-espionnage et d'espionnage pour justement avoir ces informations-là. Et dans certains cas, si on identifie, après il y a toujours la question, est-ce qu'on est capable de réagir? Est-ce qu'on est au niveau notamment juridique? Bon, la réponse est en général non, parce qu'on a rarement d'éléments en fait suffisamment... Enfin, ça dépend des attaques. Mais quand on est sur des attaques comme les rançongiciels, ça sera en général très difficile. Et ça, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'action qui allait jusqu'à des actions en justice. Sur d'autres attaques plus, on va dire, plus ciblées, bon, il y a quand même évidemment des gens qui sont condamnés. Un ancien employé qui est parti en mauvais termes, bon, si on sait le retrouver, si on sait finalement quel compte a été utilisé, bon, évidemment, là, on tombe dans un cas assez facile. Le problème va être quand on a du mal à identifier parce que c'est quelque chose d'assez générique qui a été déployé dans le monde entier. Et puis après, il y a aussi une histoire de géopolitique parce qu'il y a aussi des rapports de force sur ces attaquants qui existent, qui dépassent là un petit peu le cadre de la discussion. Parce que ça, effectivement, c'est quelque chose que moi je connais pas du tout. Je fais pas du tout ce genre d'analyse. Mais je sais que voilà, d'un point de vue technique, on peut reconnaître des similitudes entre des modes opératoires, entre des logiciels malveillants, et ça peut aider à l'investigation. Mais c'est pas, encore une fois, quelque chose d'extrêmement public. Je voulais vous demander, par rapport à l'ANSSI, il y a eu quelques attaques peuvent être faites sur des grands hébergeurs par rapport aux serveurs, par exemple. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'effet, ce qu'on appelle l'effet pot de miel, par exemple, si j'ai mes données sont chez Google ou d'autres, je sais pas, mettons en France, on prend OVH, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'être chez des petits hébergeurs qui attirent moins de pirates que chez des gros où, techniquement, il y a tellement de données stockées que ça peut attirer beaucoup de gens, même si c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans ces systèmes-là? Alors, c'est une bonne question parce que ça, mais c'est un peu compliqué d'y répondre parce que les petits acteurs, effectivement, ils sont moins connus, mais on n'en sait pas grand-chose non plus, souvent. Après, je veux dire, la bonne réponse, c'est déjà de dire que dans certains cas, et c'est une offre qui est en train de se construire, c'est l'offre Secnum Cloud, c'est-à-dire essayer de faire émerger une offre
ce qu'on appelait, alors, il y a eu l'appel, ils ont appelé ça cloud souverain à une époque, mais en gros, faire émerger une offre de prestataires en France qui respecte un certain nombre de choses, notamment sur la localisation des données, mais aussi sur la sécurisation des accès, etc. Et l'objectif, c'est d'avoir des prestataires qualifiés. Et là, effectivement, l'objectif, c'est de dire ceux-là, ils font plutôt bien le travail, donc on peut y aller en confiance. À côté de ça, bon, les grands acteurs, oui, on n'a pas forcément d'éléments simples pour savoir s'ils sont meilleurs que les petits acteurs. Bon, a priori, c'est aussi, ils sont très très sollicités, donc si jamais ils sont pas tombés, c'est que vraisemblablement aujourd'hui ils arrivent quand même à faire à avoir une certaine défense. Après, ils sont pas à l'abri. Il y a des gens comme Yahoo, voilà, dont on a entendu finalement un certain nombre d'histoires depuis quelques années. Donc, mais j'ai envie de dire tout le monde est vulnérable, et c'est pas parce qu'on pensera être dans un petit hébergeur qu'on sera forcément plus à l'abri. Voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, et malheureusement aujourd'hui ça n'existe pas, on n'a pas forcément ça. Ce qui tiendra la route, c'est les gens qui auront été évalués. Et voilà. Et le problème qu'on a parfois à l'ANSSI, c'est que monter ce genre de qualification de prestataire, c'est quelque chose qui est long, parce que il faut le faire d'une manière équitable, discuter aussi avec les acteurs du marché, parce que bon, on a évidemment, encore une fois, on est très très fort à l'ANSSI, mais on aime bien aussi s'assurer qu'on travaille en bonne entente et on va dire en bonne connaissance du marché, parce qu'on peut se tromper, donc c'est aussi pour ça qu'on prend le temps. Puis globalement, c'est des processus qui prennent du temps. Mais c'est, voilà, la réponse à long terme, c'est ça. À plus court terme, bon, comme toujours, faut se poser la question, et en tant que particulier, on est un peu démuni, puisqu'on n'a pas les moyens d'aller dire, moi je veux vous auditer, monsieur Google. Bon, puis on n'a pas les moyens à tout un tas d'égards. En revanche, en tant que prestataire, qu'entreprise, un acteur français européen, on aura les moyens d'aller le voir et d'aller en discuter avec lui. Et clairement, effectivement, un acteur américain va dire non, moi j'ai des conditions uniques, c'est ça ou rien. Donc c'est aussi ça qu'on a la différence souvent entre des acteurs finalement de proximité et puis des acteurs, on va dire, qui finalement n'ont pas besoin de vous comme client pour tourner. D'autres questions? Là, moi, j'en ai encore une. Et il y a deux champs qui m'inquiètent particulièrement parce que ça peut avoir des conséquences matérielles assez importantes. Ce sont les dispositifs médicaux, les défibrillateurs, pacemakers, pompes à insuline ou des choses comme ça, et les voitures justement, parce que là on voit bien que... Et donc est-ce qu'une attention particulière est donnée autour de ces domaines-là? Alors, il y a quelque chose qui a été mis en place justement avec la création d'ANSSI qui finalement continue d'évoluer, c'est de dire qu'on va essayer de travailler secteur par secteur, et donc on a des gens qui sont donc des coordinateurs sectoriels qui sont dédiés à chacune de ces activités et qui sont censés veiller à ce que on s'intéresse aux menaces, aux risques particuliers qui sont sur tel ou tel domaine. Donc oui, la santé c'est évidemment un domaine qui nous semble important. C'est aussi un domaine qui est compliqué parce que on n'a finalement pas les mêmes besoins en termes de propriété de sécurité qu'ailleurs. En particulier, vous pouvez, si jamais vous dites pour accéder, je sais pas, à l'interface d'administration d'un pacemaker, vous voulez mettre des mots de passe très forts, à un moment, on va peut-être se poser la question, je préfère peut-être que l'urgentiste qui va devoir intervenir, qui n'a pas de mot de passe, puisse avoir accès à l'interface d'administration plutôt que ça soit un mot de passe bien sécurisé, que ce soit confidentiel. Donc voilà, c'est juste évidemment une anecdote qui n'est pas forcément directement pertinente sur un pacemaker, mais on a cette question, on a envie, la disponibilité, c'est finalement souvent quelque chose de très important dans le monde médical, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre d'autres domaines où on va privilégier la confidentialité, même si ça veut dire reporter de un certain temps certaines actions. Il y a aussi quelque chose, on a souvent, alors le pacemaker c'est intéressant, c'est un exemple que je donnais ce matin justement, c'est intéressant parce que il y a des publications régulièrement sur le fait que les pacemakers connectés c'est dangereux. C'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui sont problématiques, le fait qu'on puisse parfois vider la batterie d'un pacemaker en lui rejouant des paquets, bon, soit, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus oublier que dans certains cas, si votre pacemaker n'est pas accessible on va dire par ce biais-là, ça veut aussi dire que pour faire certains changements, certaines de configuration, c'est une opération qui est obligatoire. Donc il faut aussi avoir en tête qu'il y a un équilibre encore à trouver. Donc oui, c'est un sujet qui nous semble important.
Et puis on a aussi sur le secteur transport, on a des gens qui travaillent. Bon, alors, autant la santé, c'est quelque chose aujourd'hui, on essaye vraiment, je pense, il y a des choses à faire aujourd'hui. Le transport, on est aussi un petit peu dans la notion quand même de prospective, encore aujourd'hui. Même si, évidemment, il y a tout un tas de choses qui se font aujourd'hui, qui existent, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses qui sont à réfléchir, mais c'est un sujet, effectivement, qui est dans nos radars. Merci. Une dernière question? Non. Qu'est-ce que l'ANSSI qu'est-ce que vous pensez du tout ce qui est lié au projet Tor, par exemple? Là, l'idée, c'est que quand ça se répand de manière générale auprès des utilisateurs, est-ce que l'ANSSI est pour et contre? Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative? Alors, sur Tor, j'aurais presque envie de répondre pas d'avis, dans le sens où c'est une technologie qui permet de faire de l'anonymisation. Maintenant, c'est aussi quelque chose. Faut aussi voir qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent mal et qui oublient que anonymisation ne veut pas dire confidentialité. Et notamment, c'est pas parce qu'on est anonyme, c'est-à-dire qu'en gros, la personne, on peut pas identifier l'adresse IP source réelle, par exemple, pour qui a voulu se connecter à un serveur, que la communication en elle-même est protégée. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours été intéressant, c'est qu'on a quand même régulièrement, depuis un certain nombre d'années, je dirais au moins 10 ans, des récits régulièrement de gens qui ont réussi à intégrer des nœuds Tor dans le réseau pour finalement être nœud de sortie et puis regarder plein de choses qui se passent. Voilà. Donc, je dirais pas trop d'avis parce que il y a un besoin qui effectivement, il y a certaines activités qui nécessitent, et pas que des activités on va dire illicites, hein, il y a des activités qui nécessitent d'avoir une certaine discrétion dans l'utilisation qu'on a de la navigation. Après, je suis pas sûr d'avoir envie de conseiller à je sais pas, des gens dans des ambassades d'utiliser ça. Ça a été fait. Mais en fait, aujourd'hui, je peux, voilà, il n'y a pas eu d'analyse de sécurité suffisamment poussée qui a été faite pour se poser la question. Mais c'est une question qui se pose. C'est vraiment une question qui se pose et notamment nous, ça arrive qu'il y ait des stages autour de sujets comme la navigation. Voilà, c'est cette idée d'avoir une navigation qui n'est pas finalement rattachable à une entité. Bon, c'est une question qui s'est déjà posée. Mais aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse satisfaisante. Et je suis pas convaincu que, et même s'il y a des gens qui ont regardé Tor, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui on ait suffisamment de garanties ou qu'on ait une vision suffisamment claire de ce que fait Tor, parce que Tor aussi cache une partie de ce qu'ils font. Parce que s'ils dévoilent tout ce qu'ils font, ils seront plus faciles à contrer, on va dire, du point de vue des gens qui veulent les empêcher. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui est compliqué parce qu'on peut pas l'analyser, on va dire, de manière froide, sereine et transparente, par définition. Ok, bon. Très bien. Merci Olivier. Merci pour l'invitation. Instructif.